Bonjour et bienvenue dans notre espace bien-être. Nous sommes toujours ravis de vous retrouver chaque matin dans cette émission. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez agréablement bien et que votre semaine se déroule bien également. En tout cas, on est encore là ce matin et c'est parti pour 1 heure de temps, 1 heure d'information, 1 heure de conseils et surtout 1 heure d'astuces et de bien-être. Alors, pour m'accompagner, c'est mercredi, vous le savez, sur ce plateau, il y a forcément Maman Astuce Nachat, il y a Ezekiel qui nous donnera les actualités sportives, bien entendu, et mon co-animateur, Monsieur Ili Kessinotor. Bonjour à tous, comment vous allez? Bonjour. On se porte très bien, sinon je me porte très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Ah, moi ça va, ça va. Ça va, aujourd'hui ça va. Excellemment bien. Ben, c'est normal parce qu'il y a donc Maman Astuce, donc tu ne peux qu'aller très bien. Ça va, c'était hier, ça n'allait pas. Bon, pas trop. Pas Bon, trop. bah, si tu insistes, hein. Bon, si elle insiste, Oui, donc... moi je suis là. Ah oui, c'est mercredi. Les mercredis, je me porte toujours bien. Surtout avec un peu de fraîcheur, ça le fait. En tout cas, merci à la pluie d'hier. On a très bien dormi. Bien évidemment. Bien évidemment. Et ce matin, nous sommes là pour vous donner un peu seulement de chaleur et surtout de bien-être parce que c'est important. Vous savez, le cocktail entre fraîcheur et chaleur, ça le fait bien, le tout saupoudré, donc du bien-être. Et puis la journée, elle est impeccable. N'est-ce pas? Chef Pisto. Nash, bonjour. En tout cas, c'est pas mal comme menu. N'est-ce pas? On verra si d'ici la fin de cette journée, on peut se trouver quelque part, en tout cas en coulisses et entre nous. Désolé, les techniciens. Faut pas faire, ils vont nous noircir ici. Non, ils ne peuvent rien faire. En tout cas. Je sais qu'ils sont gentils quand même, mais après tout. Bonjour Dina, comment tu vas? Je vais bien et toi? Alhamdulillah, je rentre ce matin. Bonjour Willy. Bonjour Nachat. Bonjour Ezekiel. Bonjour Nachat. Et la fraîcheur d'hier. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Elle était la bienvenue. Bah ouais, bien sûr. N'est-ce pas? Avec la chaleur qu'on vivait là. On dirait l'enfer. Vivre ça là et puis vivre l'enfer encore, mon ami. Tu sais, quand tu viens du Togo, c'est un peu... C'est son appel du dosé là-bas. Quand tu sais que tu viens du Togo, on s'arrête là. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Excellente journée à nous tous, voilà. Merci Nachat, Ezekiel. Bonjour à tous, bonjour Nachat, bonjour à nos chers amis amoureux du monde sportif. Ça, c'est toujours un plaisir de vous retrouver les mercredis parce que les mercredis, on a notre petit moment info sport, petit moment sportif. Donc, on va parler de plein d'activités, en tout cas d'actualités différentes au cours de cette rubrique-là. Ici, sur le plateau du bien-être, nous vous donnerons beaucoup de bonheur, de joie et de gaieté pour accompagner votre journée. Et on parlait de pluie, c'est l'opportunité pour nous d'inciter toutes ces personnes-là qui nous suivent à dormir sous une moustiquaire parce que c'est la période de paludisme également. Il y a assez de moustiques. Donc voilà, donc essayez quand même de dormir sous une moustiquaire, c'est très très important. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on attaque la causerie de ce matin? Allons-y. Nachat, tu as quoi? Pourquoi tu regardes Ezekiel comme ça? Il faisait genre dans son coin là, je ne tu sais, comprenais plus. Quand tu es dans des tenues aussi scintillantes comme ça, il faut s'efforcer de bien les arranger pour que, voilà, effectivement, pour que le rendu soit. Donc, j'essaie d'être un peu plus pimpant pour nos chers amis à la maison. Rien de plus. Hein? C'est très important. Bien soigné toujours. Toujours. Alors, monsieur Apollinaire, nous allons y aller avec la causerie du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence des parents sur les choix de carrière. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a de ces parents-là, franchement. Moi, j'ai voulu être pilote. Je
je n'ai pas pu être pilote. Donc, mon enfant doit être pilote automatiquement. Est-ce que ton enfant a envie d'être pilote? Question. Égard. Alors, pour ce sujet, c'est vrai que c'est un sujet assez récurrent qu'on rencontre aujourd'hui, on va dire, bon, pratiquement partout. Surtout quand l'enfant venait avoir son examen, que ce soit bac et tout ce qui va avec, voilà. C'est vrai, les parents, c'est vrai qu'ils sont nos parents, ils sont les premiers responsables des enfants, mais il y a toujours ce côté-là où ils veulent forcément imposer aux enfants leurs désirs à eux, parce qu'il y a des parents qui ont carrément raté entre griffes ce qu'ils devaient faire, ou bien un peu leur vie. Donc ils se disent, bon, je vais avoir un enfant et forcément il va relever les défis, sans oublier que cet enfant-là aussi a ses désirs, a ses envies, a ses propres aspirations. Donc l'idéal, ce n'est pas forcément d'influencer sur le choix de carrière des enfants, mais je dirais plutôt orienter ou conseiller, ou mieux, arriver donc à dépasser un peu le rôle de parent pour détecter auprès de cet enfant un talent précis ou des potentialités qui pourront l'aider à s'inscrire dans un domaine fixe, ce qui lui plaira d'abord, parce que quand vous êtes dans un domaine auquel vous n'aspirez pas et qu'on vous l'impose, ou bien on vous l'impose, pardon, vous le faites par contrainte, je ne suis pas sûr que vous puissiez récolter les fruits de ce domaine-là. Donc l'idéal, c'est que les parents doivent encore aller au-delà de leurs responsabilités. D'abord, pour surveiller l'enfant, parce que avoir un enfant, c'est pas comme si vous avez déjà un enfant et puis vous le laissez à l'école pour que l'enseignant s'occupe de tout. À la maison, c'est à vous de pouvoir suivre l'enfant, l'orienter ou le guider et voir dans quel domaine il évolue normalement. Ou bien, c'est quoi, il y a des enfants qui sont bons en bricolage, par exemple, que ce soit la mécanique ou bien l'électromécanique, des trucs comme ça. Quand vous commencez par détecter des choses comme ça chez l'enfant, ou bien l'enfant, il est très fan de jouer piano, guitare ou bien de la musique, vous devez savoir automatiquement, cet enfant, il développe peut-être des potentialités pour la musique, par exemple, ou pour les instruments, ou pour telle chose. Et après, le reste va être des discussions avec peut-être l'enseignant à l'école. Au fil du temps, vous discutez aussi avec l'enfant pour voir ses aspirations. Au fur et à mesure qu'il évolue, vous l'inscrivez donc dans ce domaine précis et puis là, ça passe. Donc, bon, rater sa vie et après tout, insister à ce que l'enfant fasse ce que vous n'aviez pas fait, bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout le monde est venu dans ce monde avec quelque chose de précieux qu'il doit faire obligatoirement, bien sa mission qu'il doit accomplir pour repartir en laissant donc une trace indélébile. Donc l'essentiel, c'est d'arriver donc à guider, à orienter, à suivre l'enfant de près. Si je dis suivre l'enfant de près, c'est-à-dire arriver à détecter les choses chez cet enfant-là et l'aider à pouvoir aller donc normalement au bout de ses actions. Voilà, je m'arrête là pour l'instant pour permettre également aux autres de pouvoir apporter leur plus. Merci Willy. Personnellement, je pense que les parents ont tout à fait, comment dire, la légitimité de pouvoir influencer la carrière, en tout cas la future carrière de leurs enfants. Je vais m'expliquer parce que je pense que William aussi a tourné un peu le sujet dans le sens où on comprend jusqu'où ça peut justement devenir un problème lorsque les parents en font trop justement pour essayer d'influencer la carrière. C'est-à-dire que si c'est dans le sens où ce que je n'ai pas pu faire de ma vie, je voudrais que mon enfant le fasse forcément, et bien là, ça devient un problème. C'est-à-dire que ça devient une certaine imposition de ce que vous voulez que votre enfant fasse, ou bien vous voulez que votre enfant vive la vie que vous n'avez pas pu vivre vous-même lorsque vous aviez, en tout cas l'âge où lorsque vous étiez dans la période professionnelle où vous devriez vous accomplir. Donc là, je pense que ça pose un problème si on tourne le problème dans ce sens-là, effectivement. Mais si on tourne le problème dans le sens où je pars d'une logique où, allez, souvent les premiers se décident lorsqu'on a le BPC par exemple, ou lorsqu'on passe son brevet. Combien d'entre nous, à l'âge là, parce que généralement, allez, aujourd'hui ça tourne autour de 13-15 ans, lorsqu'on passe le brevet, très jeune aujourd'hui, je pense que les enfants passent très jeune aujourd'hui le brevet, donc disons 14-15 ans. On passe le brevet. Combien d'entre nous étaient lucides à cet âge-là pour pouvoir savoir effectivement ce qu'il nous fallait? C'est vrai, on a des envies, c'est-à-dire que je me lève aujourd'hui, je dis que, bon, moi je veux devenir quoi? Je sais pas, peut-être astronaute par exemple, je dis ça comme ça, ou pilote, comme tu disais tout à l'heure, Blondine. Mais est-ce que tu es assez lucide? C'est-à-dire que dans tes résultats que tu as par exemple à l'école pour dire que, effectivement, tu peux embrasser cette carrière de pilote? Pas forcément. Combien d'entre nous l'étions?
vraiment? C'est la question qu'il faut se poser. Et donc, c'est pour ça qu'on nous demandait d'aller voir des conseillers en orientation ou encore de demander l'avis des parents ou de demander aux parents justement d'étudier par exemple nos notes à l'école et voir par exemple laquelle des séries nous allait le mieux. Et là, justement, les parents nous disaient, ah, de ce qu'on voit, c'est mieux si tu fais cette série-là, pas forcément pour devenir ça, mais cette série-là t'ouvre plus de portes en termes de carrière professionnelle que si tu fais peut-être une série scientifique ou si tu veux devenir pilote, ben, il fallait bien faire les maths, bien faire la physique, etc. Mais on voit que tes notes en maths, physique, c'est pas vraiment les meilleurs. Donc, est-ce que tu vas pas t'orienter en lettres modernes pour justement voir si tu pourrais embrasser une meilleure carrière de ce côté-là? Donc, je me pose cette question-là parce que je me dis que non seulement on n'avait pas la lucidité de pouvoir forcément nous-mêmes faire ce constat-là, mais aussi, voilà, les envies sont différentes parfois des capacités que nous avons. Donc, pour moi, je pense que déjà, c'est la base même d'une carrière. C'est-à-dire que ce choix-là est important pour la suite de ce qu'on veut faire dans la vie parce que forcément, si tu fais la C ou la D, on sait un peu dans quel secteur tu t'orientes. Quand tu fais la A, on sait aussi un peu dans quel secteur tu t'orientes. Quand tu fais la G, encore plus, la G1, 2, encore plus, c'est des séries un peu plus précises, tout ça, la F, tout ça, c'est des séries, on sait directement où tu vas. Donc, je me dis que déjà, l'influence justement commence de cette étape-là. Et donc, c'est l'étape la plus importante pour moi où les parents, oui, justement, ont tout à fait le droit et la légitimité de pouvoir influencer sur le choix futur de carrière de leurs enfants. Et pour moi, c'est un peu, allez, malheureusement, on ne peut pas trop contourner ça parce que c'est un moment où justement, toi, l'enfant, tu as des envies de futur, des envies de profession, mais qui ne s'y est pas forcément ou bien qui ne sont pas en concordance forcément avec les résultats que tu avais à l'école. Donc pour moi, c'est une question de pouvoir décider aussi la légitimité des enfants. Est-ce que l'enfant, pas la légitimité, pardon, la lucidité des enfants, justement, dans ce choix-là, est-ce que ça compte autant que celle des parents? Moi, je pense que les parents, à ce moment-là, sont beaucoup plus lucides pour justement orienter. Donc, ce qui leur offre la légitimité de pouvoir aider leurs enfants, en tout cas les orienter, pas les forcer, mais les orienter justement à aller vers quelque chose qui pourrait leur ouvrir beaucoup plus de portes que ce qui serait un peu comme leur envie de faire ci ou ça, mais qui ne sait pas forcément avec leur capacité à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on peut dire que oui, même si tu n'as pas bien fait les maths et tout au collège, tu peux au lycée t'améliorer. C'est le cas de beaucoup de jeunes hein, qui peut-être n'ont pas eu l'amour de certaines matières au collège, mais qui au lycée on a vu qu'ils sont voilà, découverts en tout cas un talent ou bien voilà, une capacité à pouvoir résoudre des problèmes dans des matières qui n'étaient pas les leurs forcément au collège. Donc justement c'est vraiment relatif, mais c'est aussi un moment très important, une passerelle très importante où les parents justement ont vraiment un mot à dire, moi je trouve dans le choix futur de carrière de leurs enfants, même si c'est indirectement parce que après le bac, on a beaucoup plus de lucidité par exemple à choisir, on a beaucoup plus à choisir la filière qu'on veut faire, etc. Mais avant ça, c'est le brevet, mais l'étape entre le brevet et le bac est une étape très importante aussi où les parents ont leur mot à dire, je trouve. Je pense que ce que tu es en train de dire, ce n'est pas complètement faux parce que si je me base sur les valeurs familiales, par exemple, il y a de ces parents-là qui aiment avoir une stabilité financière, c'est-à-dire que le papa peut-être a une grande entreprise et pour eux, c'est normal que les enfants puissent suivre la lignée, c'est-à-dire juste après les études, venir automatiquement dans l'entreprise travailler. Mais la question est de savoir, est-ce que vos enfants ont forcément la même vision que vous? Est-ce qu'ils ont les mêmes envies? Voilà. Est-ce qu'ils ont envie de faire ça? Voilà. Nachat? Oui, bon, je pense que tout est dit par Ezekiel et William. Hein. Les parents auront toujours un mot à dire, qu'on le veut ou non. Ça, il faut se le dire. Maintenant, comme on l'a dit, c'est l'orientation. Il faut savoir orienter son enfant. Quand votre enfant dit « j'aimerais devenir tant à l'avenir », essayez d'observer cet enfant pour voir si vraiment l'enfant a ces aptitudes-là, bon, un peu pour ne pas peut-être créer, par exemple, un médecin qui n'aime pas le sang à l'avenir. Vous savez que dans la tête, on va se dire, mon enfant, il veut devenir médecin, alors que l'enfant, il n'a jamais vu les seringues, il n'a jamais vu le sang et tout. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui arrive à voir cela, mais vous voulez que votre enfant soit médecin, alors que lui, peut-être de base, il ne supporte pas le sang. Alors que l'enfant, il a grandi, désolé, l'enfant
l'enfant, il a grandi comme ça. Bon, il va se dire, bon, tiens, j'aimerais devenir médecin. Maintenant, une fois qu'il grandit, il commence ses études. Une fois en milieu hospitalier, il se rend compte que, oh, ah bon, donc c'était ça la médecine. Et qu'est-ce que l'enfant doit faire? Je pense qu'il sera non seulement traumatisé, mais il va commencer à se poser des questions. Ouais, il sera dépressif. Dans quoi je vais me lancer finalement pour satisfaire mes parents? Et d'abord, dans quoi je vais me lancer pour pour être riche à l'avenir? Tout tourne autour de l'argent. Hein. On ne fait rien sans l'argent aussi. Donc, je pense que il est très important de faire une différence entre destin et conseil aussi. Je peux conseiller à mon enfant, bon, tiens, quand tu fais ça à l'avenir, je pense que ça peut donner ça. Mais ne force pas l'enfant. Tu peux forcer à l'enfant à un âge donné, mais lorsqu'il grandit, par exemple, il a 20 ans, 25 ans en allant, arrivé à un moment donné, bon, tu vas commencer par observer que tout ce que tu as imposé à ton enfant, ce n'est pas forcément ce qui sied à ce qu'il aime en réalité. Ce n'est pas sa vision. Et il a ses droits maintenant de dire, bon, moi, je ne veux pas être tant, je vais être tant. Donc, là, ne forcez pas l'enfant de dire, bon, c'est ça, je veux. Non, 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 ça ne va jamais marcher. L'enfant peut accepter de le faire par respect pour ses parents, mais quelles seront les conséquences? Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Bon, on ne va pas trop parler. Ça revient également aux parents, mais moi, je me dis, l'éducation, c'est également à l'école. Si le parent n'arrive pas à raisonner son enfant, je pense qu'il peut s'approcher de son enseignant ou des enseignants et discuter ensemble. Peut-être vous allez trouver une solution. Ils peuvent donner leur avis aussi sur le sujet. Et puis, je pense que ça passe. Voilà. En tout cas, je pense que le tour a été fait sur ce sujet. Chers parents, il faut que vous sachiez aussi que nous sommes aujourd'hui en 2026. Et forcément, il y a des métiers que vous aviez connus peut-être en 1960, en 1970, qui ne sont plus d'actualité. Donc, il faudrait aussi essayer de revoir ce côté de faire des recherches, de voir ce qui cadrerait le mieux avec votre enfant. Voilà, c'est vous qui avez mis au monde ces enfants-là, c'est vous qui les connaissez, c'est vrai. Faites des analyses, on l'a dit une fois dans cette émission, que quand vous éduquez les enfants, essayez d'analyser le comportement de ces enfants-là. Essayez de voir cet enfant-là à l'avenir, dans quoi il serait mieux en fait. Et essayez de discuter avec les enfants. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, les enfants sont tellement brillants. Tu peux discuter avec un enfant de 10 ans, tu vas penser que c'est un adulte de, je ne sais pas, de 30 ans, de 35 ans. Ils sont très brillants, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent, ils connaissent tellement de choses parce que les réseaux sociaux également les aident à faire certaines recherches. Du coup, le mieux, au lieu d'imposer vos souhaits à vos enfants, le mieux serait peut-être de discuter avec ces enfants-là, de pouvoir les comprendre aussi et essayer de les convaincre si le choix qu'ils sont en train de faire n'est pas bon, à ce qu'ils puissent changer de choix, mais que ça ne soit pas comme une imposition. Parce que si ça rentre dans l'imposition, automatiquement, l'enfant, il est dépressif. Vous ne le savez pas, mais l'enfant, il est dépressif. Il va à l'école, mais il se dit, bon, voilà, c'est maman qui a dit que je fasse la A4. Donc, bon, voilà, je vais faire ça. Ou carrément, il se dit, bon, c'est maman qui a décidé que je devienne médecin. Donc, voilà, je fais ces études de médecine pour elle. Mais qu'est-ce que votre enfant lui-même, il veut? C'est important de pouvoir discuter avec vos enfants, de les comprendre. Après essayer de les raisonner. En tout cas, beaucoup de courage à vous parents, beaucoup de courage également à vous enfants, parce que ce n'est pas du tout facile. Et le choix de carrière est très 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 important parce que c'est ça qui vous permettra d'avoir une certaine stabilité financière plus tard. Donc, sachez bien réfléchir avant de pouvoir faire vos choix. Et si, comme Nachat l'a dit, vos parents n'arrivent pas à vous aider dans vos choix, allez tout simplement vers des conseillers d'orientation. Ils sauront tout simplement vous aider à faire de bons choix.
C'est donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir tout juste après avec l'info du jour. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. De retour donc dans cette émission, nous allons la poursuivre bien entendu avec l'info du jour. Je suis là. Oui. Alors aujourd'hui on parle du lancement des activités foraines en radiologie interventionnelle, la phase théorique, ça va être juste après le jingle. La Société togolaise de radiologie et d'imagerie médicale, en partenariat avec Ferrambo, équipe basée à Marseille, a lancé lundi à Lomé la deuxième édition des activités foraines de radiologie interventionnelle. Et donc, cette initiative qui s'accompagne d'un volet pédagogique destiné aux médecins en spécialisation a connu sa phase théorique hier, donc à l'Université de Lomé. Plusieurs thématiques liées à la radiologie interventionnelle y ont été abordés. L'objectif est double, offrir aux patients des interventions à moindre coût et promouvoir cette spécialité médicale en suscitant des vocations au sein de la jeunesse. Le point avec Nachat Tchazodi. Longtemps réservée aux grands hôpitaux occidentaux, la radiologie interventionnelle est aujourd'hui l'un des virages majeurs de la médecine moderne. Pour ancrer cette révolution au Togo, la Société togolaise de radiologie et d'imagerie médicale SOTRIM organise pour la deuxième fois des activités foraines de radiologie interventionnelle couplées à des enseignements spécialisés. Il s'agit de montrer qu'ici au Togo, des pathologies lourdes peuvent désormais être traitées sans chirurgie classique. Et cette discipline consiste en réalité à introduire donc un petit matériel pour aborder donc les vaisseaux et pour aller occlure donc les vaisseaux ou bien pour aller traiter donc une tumeur. La tumeur au niveau donc du foie, normalement donc au niveau donc du cerveau et au niveau de la prostate, au niveau donc de l'utérus, comme les fibromes qui sont assez volumineux, on peut quand même les traiter en réduisant donc la taille. Parfois même c'est un traitement réalisé au préalable d'une chirurgie pour éviter à ce que donc ces masses ou bien ces tumeurs saignent abondamment. Cette offre de soins encore trop méconnue du grand public et que la Société togolaise de radiologie et d'imagerie médicale entend promouvoir bénéficie de l'appui de l'équipe Ferrambo venue de Marseille. Je voudrais remercier en priorité, avant d'expliquer tout ça, le professeur Vidal qui est à l'initiative de l'association Ferrambo que nous avons l'honneur de représenter toute cette semaine au Togo pour la deuxième année. C'est l'honneur qui nous ravit, cette discipline de la radiologie interventionnelle qui se développe énormément partout dans le monde, qui permet à des patientes et des patients d'être traités de certaines pathologies graves, de certaines pathologies moins graves mais handicapantes au quotidien. Donc nous avons abordé des thématiques qui intéressent essentiellement l'imagerie et les pathologies du pelvis. Donc les fibromes utérins qui sont responsables de saignements, de troubles de la fertilité, de douleurs et de handicap au quotidien chez les femmes.
Nous avons parlé de façon transversale de tout le matériel nécessaire à ces multiples interventions, du matériel simple pour des biopsies, plus compliqué pour des drainages ou des embolisations. L'embolisation de la prostate, les agents d'embolisation et le syndrome de congestion pelvienne figurent, entre autres, parmi les thématiques enseignées lors de cette phase théorique destinée aux médecins en spécialisation venus d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ce qui m'a plus marqué, c'est que c'est une innovation médicale qui est en train de voir le jour. Et vu les techniques et les enseignements abordés ce jour, concernant les adénomyoses, les fibromes, et il est très important de voir exactement faire, surtout devant un gros utérus, de réellement penser à faire la radiologie interventionnelle. Ils nous ont expliqué également que de nos jours, ils ne font presque plus la chirurgie de varicocèle en France et ils font recours à la radiologie interventionnelle pour pouvoir intervenir sur les veines au niveau des varices. Donc c'est une réelle occasion pour nous qui sommes en formation de bénéficier des enseignements sur ce volet thérapeutique au cours de notre formation. Et c'est le lieu également de dire merci à nos formateurs, à tous ces gens qui œuvrent pour notre encadrement et également faire découvrir les nouvelles technologies, les nouvelles modalités de traitement. Et dans le futur, nous aussi, on compte pouvoir continuer dans ce sens pour aider nos populations. En rendant visible cette spécialité et en formant la relève, la SOTRIM et Ferrambeau posent les bases d'une souveraineté médicale nouvelle, celle où technologie et compétences locales se conjuguent au bénéfice du patient. Les activités foraines se déroulent au CHU Campus, à l'hôpital Dr Lafier et à l'hôpital privé Hôtel Delhi. À l'instant, le lancement des activités foraines en radiologie interventionnelle. Je rappelle que l'activité se poursuit donc jusqu'au 24 avril 2026. On va rester toujours dans ce champ médical, voilà, dans ce domaine médical, pour parler donc du centre médical, cet épisode de Michel Gourou, voilà, qui a été réalisé pour cette émission, qui vous permet d'ailleurs de repartir avec des prix à travers le quiz qui suit immédiatement, si vous nous suivez depuis un bon bout de temps, déjà sur SOS Docteur TV. Et le vendredi, il y aura un tirage au sort qui vous permettra de repartir donc avec des lots. Mais pour l'instant, on va suivre les mots doc et le thème, c'est bien l'amoureux, et juste après le quiz qui suit. Regardez. Oui, non, le premier argent est tôt le matin. Bonjour. C'est ça. Vous êtes venu le voir, non? D'accord, allez-y, mais pas de bruit, ok? Ouais. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Ah ouais. Ça comment? Ça va? Bonjour, messieurs. Bonjour, Audrey. Non, Gourou. Je suis ton enfant de ça là. Ah bon? Je te jure, quand il la voit comme ça, mon cœur tremble, ça tremble comme ça, je tremble sur moi comme ça. Oui, je suis prêt à lui donner tout mon salaire. Toi, tu as quel salaire? Ton petit salaire de gardien là, c'est ça, 45 000 francs là. Le truc même, on te paye, ça fait même pas 3 jours dans ta poche. C'est de ça que tu parles comme ça? Toi, mais tu fais quoi? Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Donc, tu as l'argent quoi? J'ai l'argent. Monsieur Go, s'il vous plaît, vous pouvez passer à mon bureau. D'accord, tout à l'heure. Oh, d'accord, attends-moi, j'arrive. J'ai dit j'arrive. Oh.
Donc, Hein? tu sais, souvent ton bonheur est à côté de toi, mais tu ne sais pas. Ah bon? La Gola, Dia, elle est mal fan de toi. Hein? Elle est moque. Comment tu as su? C'est ce qu'elle vient de m'avouer. Elle-même, hein? Elle-même, c'est sorti de sa bouche. Mais seulement, elle ne peut pas, elle a honte de s'arrêter devant toi et puis tu le dis en face. Ah, d'accord. Donc, elle a fait une lettre pour s'exprimer, pour te déclarer son amour. Et moi, je savais. De voir quand je suis là, je suis assis là-bas, elle est derrière toi ici. Elle me regarde et puis elle me fait des clins d'œil. L'amour. Oui, non, c'est ça qu'on appelle l'amour. Quand la femme est amoureuse, là, c'est dangereux. Hein? Oui, elle ne peut pas tenir. Oui, je savais. Je savais qu'elle m'aimait, quoi. Audrey. Donne-moi la lettre. Pourquoi? Aïe, mais elle t'a donné, c'est pour moi, non? Oui, mais simplement comme ça, et puis gratuitement. Attends, moi, quand je suis allé là, elle ne voulait pas avouer. J'ai dû lui donner 10 000 pour qu'elle m'avoue. Tu as trouvé ça où? Ah, tu as trouvé ça où? Et les 40 000 francs que tu m'as montré tout à l'heure, c'est pas l'argent. Donc, il ne faut pas te foutre de moi. Pourquoi tu es peindre comme ça même? Voilà. Les bons comptes font les bons amis. Échange. C'est ça. Allez, bonne chance à vous. Les amoureux. On va faire beaucoup de photos pour venir te montrer. Ouais, ça je sais. Ouais. Je sais. À tout à l'heure. Ouais. Tu n'as rien vu encore. Ah! C'est quoi ça? Une facture? Aïe. Mais où est la lettre là? Mais celui, il se fout de moi, hein? Il se prend pour qui même? Go! Go! Ça avec moi tu veux jouer? Je suis sûr qu'aujourd'hui là le docteur va me renvoyer. Parce que si je t'attrape, je vais te tuer aujourd'hui. Je te tue aujourd'hui, Go. Ça veut dire quoi ça? Bienvenue au quiz game du jour des mots d'arc. Le rôle du soignant est de A. Aimer, B. Discuter, C. Se distraire, D. Soigner. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Revenons donc sur ce plateau SOS Docteur TV dans l'émission Plateau du Bien-être. On va parler cette fois-ci astuces santé. Comme vous le savez, chaque mercredi, elle est là pour nous donner des astuces santé, bien sûr. Tout ce qui concerne notre bien-être. Ézéchiel, faut pas être jaloux. C'est maman l'astuce. Donc, non, tu voilà. es jaloux. Tu es jaloux. J'ai une rubrique aussi instructive. Le plateau du bien-être. D'accord. Bon, fidèle, ah, d'accord. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas mieux pour toi. Tu as intérêt. Ce n'est pas mieux pour toi. Merci d'avoir fait la belle confession. Alors, Nachat, c'est quand tu veux. Aujourd'hui, tu nous parles de... Je vous parle de la toux nocturne, voilà, chez l'enfant. Bon, chez les adultes, c'est pas du tout supportable. Mais beaucoup plus chez l'enfant. Chez l'enfant, c'est quand même un calvaire. Donc, on vous propose des astuces aujourd'hui, simples, pratiques. Et puis, je vous proposerai également une astuce de grand-mère, un remède de grand-mère. Donc, c'est à vous de voir si cette astuce sera vraiment pimpante pour vous. Bien sûr que oui, cas, parce que ça vient de vraiment l'astuce. Mais je pense que c'est plus clair pour les adultes aussi, mais ça dépend également dans quelles conditions il faut mettre en pratique cette astuce-là. D'accord. Alors, juste après le jingle, on attaque ça. Voilà, tout nocturne chez l'enfant, que faire? C'est le thème de astuces santé de ce jour. Oui, alors comme je l'avais annoncé, des astuces très simples et pratiques. La première chose, c'est de commencer à humidifier la chambre
air sec égale à gorge irritée égale à toux. Donc, un bol d'eau près du lit, un linge humide sur le radiateur ou un humidificateur, objectif 40 à 60% d'humidité. Alors, cette astuce, tout le monde n'aura pas la possibilité de la faire, voilà. À la maison, chez nous, on va faire à la maison, artiste grand-mère, tout simplement, vous trouvez un récipient, bassine, si vous voulez très bien, vous mettez un peu d'eau, vous laissez juste tout près du lit, ou après, vous avez la possibilité également de doucher l'enfant avec de l'eau tiède, pardon, tout simplement, quelques minutes avant de faire coucher votre bébé. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième chose à faire, c'est d'éviter les irritants. Pas de parfum, pas de fumeux, pas de poussière. Donc, vous allez aérer la chambre pendant au moins 10 minutes avant le coucher, même en saison froide, tout comme la soirée d'hier. Donc, ne dites pas que c'est parce que il fait un peu frais. Donc, non. Chaud, froid, il est très important de mettre en pratique cette astuce-là pour soulager votre enfant. La troisième chose à faire, c'est le miel. Nous connaissons très bien les propriétés, les valeurs nutritives du miel, tout simplement. Donc là, le miel, c'est après 1 an. Une cuillère à café de miel pur avant le coucher calme l'irritation chez le bébé qui a la toux. Effet donc prouvé, nous connaissons très bien. Donc il s'agit là de trouver le miel du bio, en plus c'est très important. Il y a un nutritionniste qui a l'habitude de dire, est-ce que vous avez déjà vu une vache dans le lait? Et généralement, quand on parle du bio, il suffit de couper les ailes ou les pieds des abeilles et puis on vous dit c'est du bio. Je pense qu'il faut vraiment faire des recherches. Si vous voulez vraiment du miel sur le marché, vous demandez à vos grands-parents au village ou quelque part dans une localité vraiment où vous allez avoir du bio. Sûrement, vous allez l'avoir, ça c'est sûr. Mais il faut savoir faire la différence pour ne pas vous faire arnaquer. Je pense que les pharmaciens aussi ont le bio. Non? Parce que je pense que ceux qui en déposent là-bas, c'est tester tout ça avant d'être mis en pharmacie. Donc, c'est pas parce que vous avez vu les ailes, les pieds des abeilles que c'est forcément du bio. naturel. Ou bien encore que le vendeur a les yeux enflés. Voilà. Ça c'est pour l'usine. Alors une chose à éviter, c'est également les sirop anti-toux, ou si vous l'avez déjà à la maison. Je pense qu'il est très important de demander l'avis du médecin traitant ou du pédiatre avant de l'appliquer. Généralement, on conseille également le lavage du nez le soir, d'autres disent que c'est obligatoire. Mais dans ce cas, je vous réfère vers le pédiatre ou un spécialiste pour ne pas aggraver la situation. Donc, c'est très important. Alors, pour le miel, je disais, c'est interdit avant 12 mois pour ne pas intoxiquer l'enfant, pour éviter l'intoxication alimentaire appelée botulisme, pardon. Donc, voilà. Alors, on conseille également d'hydrater votre enfant toute la journée. Des tisanes tièdes, après 3 ans également, c'est recommandé lorsque votre enfant a des toux, surtout des toux nocturnes. Je termine avec une astuce qui est qui est efficace, mais très compliquée à pratiquer. Je pense qu'on va revenir sur ça. Je pense que c'est tellement pratique. Il ne s'agit pas seulement de parler, donc il faut pratiquer pour faire comprendre aux gens comment ça se passait, surlever le haut du corps de votre enfant qui a vraiment la toux. C'est efficace, mais c'est très compliqué à appliquer. Donc, je pense qu'on va revenir sur ça très prochainement. Consultez le médecin quand la fièvre est supérieure à 38,2 degrés Celsius, plus de 2 jours. Respiration rapide ou sifflante, tout qui fait vomir. C'est très important. Dans ce cas, ça vire à autre chose. Il y a plus, ne restez plus à la maison pour dire, bon, une semaine après, on verra ce que ça va donner comme résultat. Alors que vous empirez la situation de l'enfant. Donc, directement, il faut trouver un centre de santé le plus proche pour qu'on puisse consulter votre enfant. Ça peut être peut-être une maladie respiratoire, on ne sait jamais. Donc, voilà ce que j'aimerais partager avec vous ce matin.
Merci Nachat. J'espère que vous avez pris le son de bien noter et elle a insisté sur une chose. Quand votre enfant souffre de tout, c'est très important de l'emmener à l'hôpital pour avoir l'avis d'un pédiatre ou d'un médecin tout simplement. En tout cas, on a pris note. Je vous ai dit, astuce santé chaque mercredi, là, prenez vos stylos, vos calepins avant de vous asseoir devant votre télé. Alors Ézéchiel, l'autre astuce de grand-mère dont je voulais proposer, mais je dirais que c'est conseillé peut-être aux adultes, c'est l'oignon. L'oignon que vous allez couper en deux, vous allez déposer quelque part dans un récipient, dans un petit bol, que vous allez mettre juste près du lit. C'est à faire au moins chaque soir, chaque nuit avant d'aller au lit. On sait très bien que l'oignon a vraiment des... Donc, souvent, c'est un peu piquant. Donc, à vous de voir à quelques mètres du lit que vous allez placer ça. Mais je pense que c'est plus conseillé pour les adultes. Voilà. Quand vous avez la toux, je pense que vous pouvez le faire. Et en tout cas, moi, je l'ai une fois essayé. Ça a marché de mon côté. Donc, c'est à vous de voir. J'ai donné plein d'astuces. Donc, si vous pratiquez une astuce que ça ne marche pas, vous pouvez alterner. Pratiquer cette astuce demain, le lendemain, après-demain, ainsi de suite. Merci Nachat. Alors, Ézéchiel, tu es prêt? On peut y aller avec un faux sport? Toujours prêt. Ok, jingle. On fait le tour des actualités sportives. Oui, sans plus tarder, sans transition aucune. Comme on dit souvent, nous allons démarrer avec la première information. Alors, la 4e session de formation de licence des CAF donc, a démarré le lundi dernier, donc le 20, au siège de la Fédération togolaise de football, dont on voit l'image voilà, à l'écran. Donc, avec la CAF qui a justement supervisé cette formation-là. 30 nouveaux éducateurs ont été voilà, formés au cours de cette formation-là. Et il faut noter que ces éducateurs auront comme les tâches de pouvoir éduquer non seulement sportivement les jeunes, mais aussi en termes de scolarité aussi. C'est-à-dire que c'est l'éducation sportive, mais aussi l'éducation scolaire aussi, qui sont jumelés. Donc voilà, ces 30 nouveaux éducateurs auront à justement pouvoir aider ces jeunes-là à embrasser non seulement la carrière sportive, mais aussi la carrière au niveau voilà, professionnel. Passons justement à la deuxième information. Je vous parlais du match, en tout cas du match aller qui s'est tenu entre justement le Togo et le Ghana, oui, où le Togo avait perdu 2-0 donc ici à Lomé. Maintenant, le match que je sais jouer justement au Ghana, donc, mais le Togo a perdu, a été écrasé 6-0 par le Ghana. Donc c'était pour le compte des éliminatoires le compte des éliminatoires des U19 du mondial des U19. Donc voilà, donc 6-0, défaite du Togo, défaite lourde du Togo. Non, les dames, ne nous faites pas ça aussi. On va pas traîner sur cette information, on va passer rapidement à la coupe qui a commencé. Donc les demi ont été joués, notamment le match entre l'ES Bolossou et puis la LASCO. Donc voilà, le LASCO qui a été battu au tir au but, score nul 0-0 au bout du temps réglementaire. Donc au tir au but, c'est Bolossou qui a remporté ce match et qui se qualifie pour la finale de la Coupe de l'Indépendance. De l'autre côté aussi, voilà, c'est l'ASK justement. Non, un instant que je sois bien sûr de ce que je dis, mais je pense que c'est l'ASK qui retrouvera, voilà justement l'ASK qui retrouvera Bolossou en finale donc de Coupe de l'Indépendance, qui a battu aussi de l'autre côté Unisport. Donc finale de la Coupe de l'Indépendance, ce sera entre l'ASK et Bolossou. Parlons maintenant un peu de NBA. On va parler un peu d'NBA dans cette émission, dans cette rubrique sportive. Alors, on a eu déjà un match très intéressant justement entre Portland et San Antonio, donc les Spurs. Donc ça compte pour le match des playoffs bien évidemment. Donc le deuxième match des playoffs donc qui a été remporté par Portland 106 à 103. Donc la série est maintenant à 1 partout. Donc c'est les Spurs qui avaient battu pour le Game 1. Donc voilà, avec un Scott Anderson qui était vraiment en feu, qui a sorti un gros match pour Portland, 31 points. Donc c'est un record dans sa carrière, en carrière en playoff. Donc le Game 3 s'annonce très mouvementé le vendredi prochain. Donc à 22h de chez nous justement. Donc voilà.
Deuxième match des playoffs qui a été joué aussi, ça sera Philadelphie contre Boston, en tout cas les Celtics. Donc c'est un match de playoff aussi. Donc c'était le deuxième match aussi de playoff justement. Donc Boston qui a égalisé aussi dans cette série. Donc un partout aussi dans cette série-là, 111-97. Et on voit que voilà, c'est Ed Cohn qui a cartonné pour les Sixers avec 30 points, 10 rebonds et 6 passes décisives. Donc voilà, on va à 6-3 points aussi. Tout ça en carrière, Hatch Playoff pour lui aussi. Donc le Game 3 prévu aussi le vendredi pour eux. Troisième match, ce sont les Rockets contre les Lakers qui sont livrés un match voilà, sans merci avec la victoire justement des Lakers 101-94. C'est la deuxième victoire des Lakers dans cette série-là. Et donc avec un LeBron James qui était en feu, qui a mis 28 points, 8 rebonds et 7 passes décisives pour les Lakers. Donc le Game 3 aussi aura lieu le vendredi. Donc voilà un peu l'actualité au niveau de la NBA. Je peux aussi vous donner vite fait des matchs qui ont été joués par exemple en Liga hier où le Real qui a battu à la veste voilà, 2-1 pardon, à domicile hier pour le compte de la Liga. Aujourd'hui le FC Barcelone jouera aussi voilà, contre le Celta Vigo à 19h30. En tout cas, il y a des championnats en cours pour les amoureux du football. Il y a des matchs de championnat cette semaine. En tout cas, plein de matchs à regarder. Toujours bien fait. Merci beaucoup Ezekiel pour le tour de ces actualités sportives. Nous allons marquer une pause et recevoir notre invité du jour. Et avec lui, nous aurons à parler des conséquences des dépendances affectives en milieu professionnel. À tout de suite. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. Ne vois pas plus quelqu'un que des maladies ont enterré, qui consomme trop d'alcool, de doses de cholestérol. Celui qui mène une telle vie devient étudiant pour la mort. Non, accepte le dépistage, accepte l'esclavage. Lève ton bas en lançant de manière un bilan complet. Tais-toi de la cigarette, interdite tes problèmes. Hypertension et diabète tueront tous tes systèmes. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. On aime seulement dépenser que pour faire de grandes fêtes. Examen, médicaments sont des dépenses que l'on rejette. On devient très vite raté. Pour payer des ordonnances, tu n'auras pas une bonne santé si tu ne prends pas soin de ton corps. Donc mets-toi à faire le sport. Et comme ça, tu protèges. Investis dans ta santé comme tu le veux pour tes projets. Le mal en silence détruit. T'es vivant qu'on fait des projets. Ta vision ne s'accomplira pas avec une santé en rabais. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. La santé est magique. Ah mon ami, prends soin de ta santé. Fais tous tes bilans, tu réaliseras tes projets. Oh, tes projets. Prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. La santé est bonheur, la santé est magique.
Ah, mon ami, prends soin de ta santé. Fais tous tes bilans, tu réaliseras tes projets. Oh, réussis tes projets. Prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. Retour donc dans cette émission en compagnie de notre invité du jour, monsieur Mathieu Agada. Il est psychologue, clinicien et de la santé. Et avec lui, comme je vous le disais, nous allons parler des conséquences des dépendances affectives en milieu professionnel. Bonjour monsieur Agada. Bonjour madame, je vais bien et vous-même? Je vais super bien. Bienvenue encore une fois à vous dans cette émission pour poursuivre ce thème qu'on a démarré le mercredi passé. Bien entendu, il s'agit de la dépendance affective. Bon, pour nos chers téléspectateurs qui n'étaient pas là la dernière fois, nous allons reprendre la définition de la dépendance affective et tout juste après enchaîner avec la dépendance en milieu affective en milieu professionnel. Ouais. D'accord, oui. D'accord. Merci madame. Nous allons faire simple. La dépendance affective, nous l'avions définie la dernière fois comme étant une relation toxique. Donc c'est lorsque quelqu'un ressent un besoin excessif et mal adaptatif d'être en relation avec une personne. Et la personne dépendante affective est souvent obsédée par ce besoin de cette relation et pense qu'en dehors de cette relation, lui-même n'est plus, il y a un danger pour lui, il n'est plus vivant, c'est la catastrophe, ainsi de suite. Voilà, simplement, en français facile, ce que c'est que la dépression, et non, la dépendance affective, sans faire référence à de grandes théories psychologiques comme théorie de l'attachement, théorie des besoins, théorie de l'objet du narcissisme. Voilà. D'accord. C'est bien. Une multitude de théories. Oui, c'est plein de théories qui expliquent effectivement. Et c'est bien quand vous épargnez tout ça aux téléspectateurs pour leur donner l'essentiel. Là, c'est très bien, il n'y a pas de trop de technicité. Et donc, quels sont les signes principaux donc? D'accord. Mais d'abord, parlons de la dépendance affective au travail. Voilà, au travail. Non, je pense qu'il a plutôt raison. Je pense qu'il a plutôt raison. Il faut encore rappeler les signes. Et maintenant, nous allons vers le milieu professionnel. Il a totalement raison. Allons-y. Voilà, sans être forcément exhaustif. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. C'est l'opportunité pour vous, comme on vous le dit tout le temps, de télécharger notre application SOS Auteur TV pour ne rien rater. Donc, si vous n'avez pas suivi l'émission du mercredi dernier, allez tout simplement télécharger l'application sur App Store ou bien sur Play Store. Et vous allez revoir l'intégralité donc de cette émission. Oui, monsieur Mathieu. D'accord. Donc, on va être gentil et on va rappeler les signes de dépendance affective pour tout le monde. Il y a d'abord la peur excessive de l'abandon ou du rejet. Ouais. Ce sont des personnes qui ont souvent tout le temps peur qu'on les abandonne ou on les rejette. Donc, ça devient une anxiété permanente, d'où justement le besoin de ne pas perdre les relations. Nous avons également le besoin de validation. Il y a un besoin constant de validation et de rassurance. Ce sont des personnes qu'il faut tout le temps rassurer, tout le temps valoriser. Et ce sont des personnes qui généralement attendent toujours de belles paroles des autres. Sans les belles paroles des autres, ça ne peut pas aller de l'avant. Il y a également le fait que le dépendant affectif n'a pas d'image de lui, il n'a pas d'image de soi. Il ne se conçoit qu'à travers l'autre, qu'à travers la relation à l'autre. Il y a la possessivité et la jalousie, dans tous les sens du terme. Justement, l'autre fois, je vous disais que la dépendance affective n'était pas qu'une question des amoureux ou des amoureuses. Nous allons en parler dans quelques minutes en milieu professionnel. On a la jalousie, on a cette possessivité également. Et il y a aussi un autre signe, c'est ce signe qui voudrait que, au cours de la dépendance affective, des gens idéalisent les autres. Voilà, j'idéalise, pour faire une transition trop hâtive, j'idéalise mon patron,
Voilà, donc j'idéalise ma femme, j'idéalise mon mari. Et la dernière fois, je vous expliquais que nous sommes tous des êtres perfectibles. Personne n'est parfait. Donc si je suis en couple avec quelqu'un, la personne doit me voir comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. Mais généralement, je vais moi-même jouer le mauvais rôle. Si j'étais un dépendant affectif, je verrais dans ma partenaire rien que de belles choses. Je ne vois jamais les mauvaises choses. Ou dit non, 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 c'est parfait, c'est bon. Non, personne n'est bon à 100%. Donc on compose avec le parfait et l'imparfait. Et c'est ça la réalité. Mais lorsqu'on idéalise les relations, on ne voit que du bon. Ça nous amène même parfois à nier le mauvais, à couvrir les mauvaises choses des gens. Donc voilà un peu les signes qu'on peut avoir dans la dépendance affective. Ok, maintenant est-ce qu'on va peut-être attaquer le milieu professionnel et justement, disons, trouver pas la similitude, mais remettre dans le contexte justement professionnel et savoir justement quels sont les signes qui peuvent dans ce milieu-là justement être visibles lorsque on est en tout cas dépendant affectivement au travail. D'accord. D'abord, ce n'est pas le travail qui nous rend dépendants affectifs. Il faut qu'on le rappelle. Nous sommes nous-mêmes dépendants affectifs à cause de notre développement psycho-affectif. Voilà. Nous avons parlé des causes la dernière fois, les problèmes affectifs, les déficits affectifs dans la tendre enfance et les psychotraumatismes. C'était les deux causes essentielles que nous avons abordées. Donc, que les patrons et les patronnes d'entreprise soient rassurés, ce n'est pas eux qui créent la dépendance affective chez quelqu'un ou pas, non. La dépendance affective est inhérente à notre développement psycho-affectif. Bon, donc, je suis dépendant affectif avant d'aller travailler à SOS Dr TV, par exemple. Voilà. Donc, il va y avoir des répercussions sur 3 domaines. Sur moi-même, qui suis dépendant affectif, sur l'organisation et sur les relations professionnelles. Voilà. Je veux sortir des termes scientifiques et donner des exemples concrets de la vie au quotidien pour qu'on comprenne effectivement ce que c'est que la dépendance affective en milieu professionnel. Sur le plan personnel, vu que je vais garder le mauvais rôle pour moi, je suis un dépendant affectif qui travaille à SOS Dr TV, je vais avoir un besoin permanent de validation, que ce soit de la hiérarchie ou de mes collègues. On doit dire que tout ce que je fais est bien. Donc la conséquence c'est quoi? Dès qu'on critique mon travail, dès qu'on me dit que non, ça tu peux t'améliorer, ou dès qu'on me réprimande, parce qu'on a le droit de me réprimander. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes des êtres perfectibles. Je ne peux pas tout bien faire tout le temps. Je peux faire quelque chose qui n'est pas bon et on me réprimande, mais Mathieu, pourquoi tu as fait ça comme ça? Faut faire. Alors, toutes les réprimandes, je les prends mal. Ouais, puisque moi, je suis dans un besoin constant de valorisation et de rassurance. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on me fasse une réprimande. Dès qu'on me fait une réprimande, mon estime personnelle est touchée. Parce que je le prends personnellement. Donc, c'est ça le problème. Vous avez des personnes qui ne peuvent pas progresser ou qui sont bloquées sur leur conception de la chose, qui ne peuvent pas créer, qui ne peuvent pas être autonomes, parce que pour créer, il faut être autonome. Voilà. Donc, voilà un signe de dépendance affective en milieu professionnel. Donc, en dehors de l'estime qui sera écorchée par cette situation, donc, naturellement, la personne sera sous stress permanent et sera anxieuse. Parce qu'à chaque fois, le stress, c'est un mécanisme biologique normal d'adaptation. Donc, le stress, nous stressons tous au quotidien. Maintenant, on parle de problèmes de santé et de problèmes de santé mentale liés au stress lorsqu'on va aller voir comment nous gérons ce stress. Sinon, a priori, ceux qui ne stressent pas sont 6 pieds sous terre. Ils sont à la morgue ou au cimetière. Donc, nous tous qui vivons, nous stressons. C'est un mécanisme biologique. Dès que nous devons nous adapter à une nouvelle situation, nous stressons. Maintenant, ce stress qui est déclenché par des hormones dans notre corps, que sont l'adrénaline et le cortisol, comment nous le gérons? Et c'est ça qui est comportemental,
C'est ça qu'un psychologue va aider une personne à savoir gérer. Voilà. Donc, vu que mon image de moi, mon estime est tout le temps en baisse, je dois être stressé. Je dois m'adapter aux réprimandes. Voilà. Donc, je suis constamment stressé. Voilà. Et on sait que le stress chronique, mal géré, va créer l'anxiété, va créer la dépression. Qui dit anxiété, dépression, on va vers quoi? L'épuisement professionnel, qu'on appelle en langage anglo-saxon le burn-out. Parce que par désir de plaire constamment, on se vide de son énergie. Ouais. Voilà, à peu près au plan de l'individu lui-même, les conséquences du fait qu'il soit un dépendant affectif et qu'il ne se fasse pas accompagner par un professionnel pour qu'on puisse l'aider à être autonome. Ça, c'est pour le plan personnel. Maintenant, nous pouvons parler du plan relation professionnelle. Parce que c'est important aussi de bien classer les choses. Avant, je l'avais mis à la fin, mais je pense que c'est ce qu'il faut être au milieu et après, c'est ce qui doit être au milieu autant pour moi. Et après, nous allons parler de l'organisation. Alors, dans les relations professionnelles, naturellement, il va y avoir de la dépendance vis-à-vis soit de la hiérarchie, du collègue. Voilà, ce sont des gens en milieu professionnel. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas travailler. Non, ils savent bien faire le travail. Mais tant que vous ne m'avez pas dit, Mathieu, tu as bien fait, je ne suis pas sûr que j'ai bien fait. C'est le besoin constant de validation qui revient. Voilà, de validation, de rationnement. Je sais bien faire mon travail. Tout le monde peut témoigner que je le fais bien. Mais dès lors que je suis dépendant affectif, je vais avoir le sentiment qu'il faut que tonton, tata me disent d'abord que c'est bien avant que je ne conçois que j'ai bien fait mon travail. Donc, vous voyez comment je vais galérer avant de déposer mes rapports parce que tant que vous ne m'avez pas validé, c'est pas parce que je suis débordé. Mais j'ai fini depuis, j'ai bien fait mon travail depuis, mais j'attends que on doit me valider. Parfois, il y a des patrons qui se fâchent parce que peut-être que sur ce coup-là, sur cet exercice particulièrement, on t'a plusieurs fois validé ça. Et le patron s'attend à ce que, voilà, Mathieu, je lui ai déjà appris sur cet exercice, il sait comment faire. Mais je reviens chaque semaine, chaque mois, boss, valide pour moi. Voilà. Donc, c'est en ce moment que le boss, s'il nous écoute actuellement, doit savoir généralement, le boss en plaint. Le boss se fâche, lui-même, il met en jeu sa santé cardiovasculaire, il va crier, tout ça. C'est là que le boss doit savoir que, mon collègue a besoin d'un accompagnement psychologique. Ce n'est pas parce qu'il fait semblant, ce n'est pas parce qu'il n'est pas compétent, mais c'est parce qu'il a un problème affectif, il est dépendant affectif. C'est pour ça que le temps que je dois utiliser pour valider d'autres choses, je dois tout le temps valider d'abord ce que lui que je lui ai déjà appris il y a longtemps. Voilà. Donc, en dehors de ce problème dans les relations professionnelles, ça c'est hiérarchique. Il y a c'est hiérarchique, donc vertical. Il y a l'horizontal aussi, entre collègues. Donc, va revenir la question de jalousie et de possessivité. Supposons que je sois, gardant mon mauvais rôle, un dépendant affectif. Nous sommes tous collègues à SOS Docteur TV. Je suis très ami avec vous, monsieur, qui me faites face. Et puis, un temps, on a recruté l'autre tonton. Et puis, je me rends compte que autant nous sommes amis, autant vous êtes amis aussi. C'est là que va commencer de petits problèmes d'entreprise. J'irai dire à la RH que lui, il est mauvais, il est machin. Parce que, au fond, je n'apprécie pas le fait de le partager, de vous partager avec lui.
Et voilà, les DG, on va se mettre à régler des problèmes compliqués. Voire inutiles. Voilà. Bon, c'est vous qui dites que c'est inutile, mais c'est un problème de santé mentale. Oui. C'est vous qui dites que c'est lorsqu'on ne inutile. le sait pas, on a l'impression que c'est un problème inutile, justement, qu'on est en train de régler parce qu'on ne sait pas que la personne est dépendante affective. Donc, et puis, on se dit que, bon, on se demande pourquoi elle fait ça, si on ne sait pas justement que c'est un problème de santé mentale, et c'est justement pourquoi on en parle. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est important aussi d'adresser les questions de santé mentale en entreprise. Parce que la semaine prochaine, je pense que c'est le 28 avril, la journée internationale de santé et sécurité au travail. Le thème que le Bureau international du travail, le BIT, a retenu pour cette année, c'est santé mentale et stress. Donc vous voyez que de plus en plus, on demande aux entreprises de comprendre que les questions de comportement, vous dites petit problème là, c'est parce que vous n'êtes pas spécialiste. Exactement. Il y a des spécialistes pour ça qui doivent l'adresser, des professionnels de santé mentale, notamment le psychologue clinicien de la santé, qui peut vous aider. Vous êtes comptable, c'est votre job. Voilà. Donc, le petit problème insignifiant, là, c'est le job du psychologue. C'est lui qui vous aide à comprendre pourquoi tel comportement et ce qu'il faut faire. Surtout quand on accompagne les personnes. Il ne s'agit pas juste de donner des conseils. On dit non, on lui a donné des conseils, il n'écoute pas, on lui a dit non. La personne a besoin d'un suivi psychothérapeutique pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Bon, je pense que le tour a été fait parce que il a donné les signes, il a donné les causes, il a donné les risques pour la santé mentale, il a également parlé de comment s'en sortir. L'idéal, comme toujours, c'est d'aller voir un spécialiste de santé. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce sujet-là, avec ce thème, on pourra éventuellement reconnaître un dépendant affectif quand on le voit, bon, par ses manières et tout, on va détecter que cette personne-là, c'est pas forcément un petit problème qu'elle a, mais moi, je pense que qu'on peut l'aider quand même. Justement, c'est quand on ne sait pas qu'on a du mal à reconnaître, mais lorsqu'on sait, qu'on est informé, qu'on connaît un peu les signes, on sait ce que ça peut causer éventuellement, on fait plus attention à la personne en face de nous et on a plus l'impression de comprendre ce que la personne a que lorsqu'on est, disons, un peu dans l'ignorance. Donc, je pense que c'est vraiment le lieu de justement informer, de sensibiliser sur le sujet pour que plus de gens aient de connaissances par rapport à ça et que plus de personnes réagissent justement positivement face à ces personnes-là qui, qu'on trouve souvent qu'elles en font trop alors qu'elles sont entre guillemets malades. Voilà, entre guillemets malades, je pense. On peut le dire ainsi, monsieur le psychologue. Non, on va dire elles sont entre guillemets en difficulté. Parce que le diagnostic de la maladie, c'est autre chose. Voilà. Heureusement que vous êtes toujours avec nous. Ah ouais, je suis le diagnostic de la maladie. Personne n'est malade. Nous avons tous... Je peux être dépendant affectif. Vous pouvez être dépendant affectif. Tout le monde peut être dépendant affectif. Ça ne veut pas dire qu'on est malade mental. Ça voudra dire que nous avons un trouble psychologique. C'est différent de la maladie mentale. Voilà, nous avons une difficulté psychologique. Parfois même, ce sont des événements qui nous fragilisent. Voilà. C'est pour ça qu'on demande que ce soit un spécialiste qui accompagne, parce que pour faire tout ce discernement, bon, c'est pas vous, c'est pas madame qui allez savoir est-ce que c'est juste une mauvaise passe, est-ce que c'est dans le cadre de tel que cette dépendance affective se manifeste et comment on aborde le tout. Et on avait dit que j'avais fait le tour, mais il est resté les répercussions organisationnelles. Oui, parce que pour l'entreprise va perdre en productivité. Parce que le dépendant affectif, comme je l'ai dit au départ, c'est pas à la base forcément quelqu'un d'incompétent. C'est quelqu'un à la base de compétent, mais qui, avec une difficulté psychologique, va voir sa performance réduite. Et si lui, sa performance est réduite, la performance de toute l'entreprise est réduite. Vous allez avoir des conflits au travail. Ça, c'est vrai. Voilà. Et vous allez avoir des risques de harcèlement. Oui. Parce que ce que je décrivais par rapport à l'autre qui est venu dans la relation professionnelle, que je ne veux pas partager avec vous, c'est un début de harcèlement. Je vais le fixer, je vais aller dire qu'il a fait ci. Je suis tout le temps fixé sur lui. Et voilà, il n'a pas bien fait ci, il n'a pas bien fait ça. C'est comme ça que naît le harcèlement, qui est tout un autre sujet aussi au plan psychologique. Mais justement, au plan organisationnel, nous avons l'entreprise qui va perdre en productivité.
l'entreprise qui va avoir des conflits interprofessionnels, interpersonnels en son sein qui vont s'accroître et des risques de harcèlement, de burn-out. Et là, on ne s'en sort pas. On dit que les collaborateurs sont démotivés, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Mais c'est parce qu'on n'adresse pas, entre-temps, leur santé mentale. Comme quoi, c'est très important de parler de santé mentale, d'où l'existence des psychologues du travail d'ailleurs. Donc, je pense que ils sont là. Ils sont là, que ce soit les cliniciens, que ce soit les psychologues du travail, ils sont là pour pouvoir nous aider. Je pense que c'est aussi l'occasion pour nous d'inciter les chefs d'entreprise à pouvoir peut-être une fois passant inviter un psychologue du travail pour venir s'entretenir avec le personnel pour voir si tout le monde va bien psychologiquement parce que tout part de là en fait. Si on n'est pas stable là-bas, le travail aussi ne pourra pas avancer. Bon, nous tendons ainsi vers la fin de cette émission. J'ai bouffé assez dans les minutes de Monsieur Patrick. Donc, quel sera votre mot de fin? Je ne pourrais pas faire de mot de fin vu le clin d'œil que vous venez de faire à mes collègues du travail des organisations sans vous expliquer comment les deux interviennent en entreprise. Voilà, parce que très rapidement. Parce que les gens ont tendance à penser que quand on parle d'entreprise, on parle du psychologue du travail. Non. Et quand on parle de psychologue clinicien de la santé, on parle de l'hôpital. Non. Vous allez au CHU, vous avez des psychologues cliniciens de la santé, vous avez des psychologues du travail des organisations dans les CHU. Les psychologues du travail des organisations sont des répondants du service des ressources humaines. Ils font du conseil organisationnel. C'est-à-dire que pendant que nous, cliniciens, nous nous occupons de la psychologie des individus qui composent l'entreprise, le psychologue du travail des organisations s'occupe de la santé psychologique de l'organisation. C'est à deux niveaux différents. Donc c'est comme vous avez un pédiatre et un gynécologue qui travaillent dans une même clinique. On a besoin des deux, ça dépend de ce qu'on veut gérer. Si c'est la santé reproductive, les gynécologues prennent la main pour le suivi de grossesse et tout ça. Dès que l'enfant naît, on remet l'enfant au pédiatre. Bien que les deux médecins, ils ont fait l'anatomie, connaissent tout, mais le pédiatre ne peut pas dire, bon, les femmes enceintes, venez me voir pour le suivi de vos grossesses. Il connaît la grossesse, il connaît tout. Donc c'est pour vous dire que justement, ces spécialités aussi, il faut les comprendre. Et l'essentiel pour les entreprises aujourd'hui, c'est de savoir qu'ils ont besoin des psychologues, autant du travail, des organisations que cliniciens de la santé, qui lui, j'ai oublié, est le répondant beaucoup plus du médecin du travail, parce que c'est avec le médecin que le clinicien lui va davantage interagir et avec son collègue du travail. Il est important d'avoir les deux. Ils aident l'entreprise à être en bonne santé au plan organisationnel qu'au plan des individus. C'est vrai que la nuance est très fine. Oui, bien sûr. Très clair. Merci, Monsieur Agada. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de notre émission de ce jour. Je ne peux pas terminer sans encore une fois remercier Monsieur Mathieu Agada qui est psychologue clinicien et de la santé. Avec lui, nous avons parlé aujourd'hui des conséquences des dépendances affectives en milieu professionnel. Merci pour votre disponibilité. Également, merci à vous, très chers téléspectateurs, qui êtes restés en notre compagnie. Merci à tous les techniciens. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Et surtout, ne zappez pas car vous avez énormément de choses à découvrir sur SOS Docteur TV. À demain.